L'important, c'est que l'administration Biden sera obligée d'intégrer les pays de la région, c'est-à-dire aussi bien l'Arabie saoudite qu'Israël, dans la négociation du nouvel accord avec l'Iran. Le docteur Yochanan Manor. Yochanan, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je voudrais qu'ensemble nous fassions un retour sur les événements marquants de la semaine diplomatique et la semaine politique, mais peut-être avec un retour sur ce qui a ouvert la semaine. C'était l'annonce de la libération, on va dire, de Yochanan Manor, la libération de Jonathan Pollard, qui a été libéré après 30 ans de pénitencier, 5 années de libération conditionnée à New York. Yochanan, comment vous résumez cette histoire très douloureuse, on va dire, dans les relations entre Israël et les États-Unis? C'est difficile de la résumer. Je pense d'abord, à mes yeux, le plus important, c'est bien sûr que Jonathan Pollard ait pu retrouver la liberté, totale liberté, ça c'est plus important, mais ça ne doit pas faire oublier les grandes erreurs qui ont été commises et qui ont conduit à son incarcération. Parce qu'il faut savoir que entre Israël et les États-Unis, il y a, comme entre Israël et tous les pays alliés ou amis, il y a des conventions à ne pas enfreindre. Et l'une de ces conventions, c'est qu'on ne s'espionne pas. Et par conséquent, l'enrôlement de Jonathan Pollard a été une très grosse erreur de la part de certains de nos services. Et c'est même tout à fait inadmissible. Et donc, ça nous a causé des ennuis considérables avec un pays dont nous dépendons beaucoup, comme vous le savez, et surtout un pays allié avec lequel nous entretenons des relations extrêmement étroites, notamment au plan de la sécurité. Alors bien sûr, il y avait un problème. Parce qu'il faut rappeler peut-être que les Américains ne fournissaient pas peut-être l'ensemble des informations qu'ils auraient dû fournir à l'époque à Israël. Oui, c'est possible, c'est possible. Et le degré de coopération à l'époque n'était pas comme il est aujourd'hui, bien entendu. Après, il a fallu passer par des moments très difficiles pour arriver à l'état de coopération qu'il y a aujourd'hui et l'échange d'informations qu'il y a aujourd'hui. Mais justement, un des éléments qui a beaucoup freiné cela, c'est cette affaire. Et c'est sûr que nous attendons avec impatience que Pollard soit ici pour qu'on puisse comprendre mieux son point de vue. Parce que nous ne connaissons en réalité que le point de vue, qu'un point de vue américain et une partie du point de vue israélien. Mm-hmm. Donc en réalité, c'est assez obscur. Et parce qu'on souligne en Israël, par exemple, qu'il a été payé. C'est comme on paye espion, il a été payé. De ce que j'ai pu comprendre, je comprends que sa motivation n'était pas telle. Elle était au contraire le souci de fournir à Israël une information concernant l'armement qu'allait recevoir l'Arabie saoudite, ouais, qui à l'époque était une menace très importante. Ah, oui. Mais en réalité, j'attends avec impatience son retour pour que, j'espère, pouvoir éclaircir cette affaire. Alors justement, vous me tendez la perche en parlant de l'Arabie saoudite, puisque l'Arabie saoudite était aussi au cœur de cette semaine diplomatique avec la visite secrète de Binyamin Netanyahou en Arabie saoudite et sa rencontre avec le prince héritier Mohammed ibn Salman. Les choses ont beaucoup changé, comme vous le disiez à l'instant, dans les relations entre Israël et l'Arabie saoudite et les pays du Golfe. Mais est-ce que vous pouvez comprendre la stratégie de Binyamin Netanyahou dans ce dossier et nous expliquer pourquoi finalement l'Arabie saoudite aujourd'hui a encore du mal à essayer de normaliser alors que finalement le front commun face à l'Iran est solide. D'abord, je pense que votre question contient une contradiction. Parce que vous ne pouvez pas me demander ce que je pense de la stratégie de Netanyahou et en même temps mettre en cause la politique de l'Arabie saoudite. Ce sont deux choses différentes, tout à fait différentes. Expliquez-nous. L'Arabie saoudite a accepté depuis des années de coopérer étroitement avec nous.
Elle a accepté d'en dévoiler une partie publiquement. Mais elle ne veut pas aller au-delà. Comme chaque pays, il y a à prendre en considération toutes sortes d'intérêts, de conflits, de pression. Et c'est le cas. Et le voyage dévoilé, parce que quelqu'un l'a dévoilé, ce voyage, c'est pas par hasard qu'on a su aussitôt qu'il y avait eu ce voyage. Et ce voyage était destiné moins à coordonner les politiques qui sont déjà assez bien coordonnées, même je dirais très bien coordonnées sur certains sujets, mais surtout à dire qu'il y avait eu cette rencontre. À mon avis, je ne pense pas qu'il va y avoir des suites opérationnelles à cette rencontre. C'est pas comme ça que ça se fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment... Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que ce voyage a été dévoilé et démenti. Il a aussi été démenti parce que la partie saoudienne était très mécontente de ce qu'on en ait fait part. Donc, à chacun de comprendre de quoi il s'agit. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez comment l'Arabie Saoudite, qui, il y a, on va dire, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, était considérée comme l'un des pays qui étaient les plus proches du monde du terrorisme, avec Al-Qaïda, qui finançait des réseaux terroristes, etc., est aujourd'hui considéré comme un pays modéré, on va dire, un des pays du Golfe Persique modéré. Comment ce changement s'est produit? Oui, d'abord, c'est pas l'Arabie Saoudite qui a créé Al-Qaïda. Non. C'est un Saoudien qui a critiqué la politique saoudienne, notamment à l'égard des États-Unis, et au fait qu'il y avait une coopération qui permettait la présence sur place en Arabie Saoudite de forces armées américaines. Et c'est cela qui a conduit à la création d'Al-Qaïda. Faut pas oublier, c'est une critique, une opposition totale à la politique saoudienne de l'époque qui a amené à la création d'Al-Qaïda. Bon. Ensuite, il y a une divergence d'intérêts aujourd'hui qui est manifeste parce que en Arabie Saoudite, même si c'est un régime c'était un régime relativement intégriste, depuis il a un peu mis de l'eau dans son vin. Il est beaucoup plus ouvert. En tous les cas, il n'a pas du tout l'idéologie que prônait Al-Qaïda. Et notamment, il y avait eu un point d'interrogation, bien sûr, sur les relations qui s'étaient développées presque depuis 1945, depuis l'époque de Roosevelt, et qui s'étaient développées avec les États-Unis. Et il y avait eu quelques points d'interrogation vu la position prise par les États-Unis, notamment sous l'administration Obama, envers l'Iran. Il y avait eu de grandes inquiétudes. Et même à ce moment-là, l'Arabie Saoudite avait commencé à chercher des alliés ailleurs. Elle avait regardé du côté de la Russie, par exemple, et elle continue d'ailleurs. Je crois que pour la première fois, il y a eu une visite officielle qui a eu il n'y a pas tellement de temps. Et donc, elle était très ébranlée par la position prise par l'administration Obama. Et bien sûr, elle était très inquiète de l'accord concocté par les États-Unis, l'Union européenne, la Russie et la Chine. Elle était extrêmement inquiète de cet accord. Et le seul pays qui s'est battu contre cet accord, notamment par le déplacement du Premier ministre Netanyahou aux États-Unis, par un discours au Congrès contre cet accord, c'est Netanyahou. Et alors la différence qu'il y a aujourd'hui, c'est que depuis quelques années, le Mossad, qui représente l'État d'Israël dans des pays avec lesquels Israël n'a pas de relations officielles. Autrement dit, c'est le ministère des Affaires étrangères dans des pays qui n'ont pas de relations officielles avec Israël, et notamment avec les pays du Golfe et avec l'Arabie Saoudite. Le travail du Mossad, ça a été de convaincre ces pays que nous avions affaire à une menace commune
et qu'il nous fallait coopérer. Et je ne parle pas en l'air. Ce que je viens de dire a été dit explicitement par celui qui est à la tête du Mossad actuellement et qui, lorsque les accords d'Abraham ont été signés à Washington, a expliqué à une journaliste qu'est-ce qui avait été fait pour en arriver là. Autrement dit, le travail qui a été fait, c'était de travailler, d'expliquer, d'arriver à une vision commune de la région, des menaces et des espoirs que nous pouvions faire en travaillant ensemble. Et l'Arabie Saoudite, comme les Émirats, comme Bahreïn, comme d'autres pays, sont arrivés à une coordination de leur vue sur la région et que, effectivement, la menace la plus grave pour cette région, le facteur qui la déstabilise systématiquement, c'est l'Iran. Et c'est l'Iran qu'il faut contrer. Et on ne pourra pas contrer l'Iran simplement par un accord qui entérine toutes ces exigences. Autrement dit, ça, c'est le fond des choses. C'est le travail qui a été fait pendant 10 ans, qui a porté ses fruits, qui a amené un rapprochement. Tout ceci, discrètement. On le savait, on n'en parlait pas, mais ça s'est fait. Ça, maintenant, c'est un peu mis sur la table. Je dis un peu, parce que tout n'est pas mis sur la table. Alors, une dernière question, Yochanan Manor, je voudrais savoir, c'est une question que j'ai posée à nos intervenants, nos invités cette semaine et que je vous pose à vous. Une seconde, je voudrais juste terminer d'une phrase. Rapide. L'important, c'est que l'administration Biden sera obligée d'intégrer les pays de la région, c'est-à-dire aussi bien l'Arabie Saoudite qu'Israël, dans la négociation du nouvel accord avec l'Iran. Et non pas de le faire dans leur dos, comme Obama l'avait fait, comme l'administration Obama l'avait fait. Ça, c'est la grande différence. On ne va pas revenir au même accord, et les pays directement concernés par cet accord vont être associés à la configuration de cet accord. Ça, c'est un changement le plus important. Alors, Yochanan, il nous reste vraiment 1 minute. J'aurais peut-être aimé qu'on en parle plus, mais on n'a pas vraiment le temps. Je voudrais avoir votre pronostic politique sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines en Israël. Vous pensez que... Je vais vous décevoir. Oui. Je pense qu'il n'y aura pas d'élection parce que ce n'est pas l'intérêt de Netanyahou qui perd de nombreux points ainsi que son parti et qui, comme dans le passé, à 3 reprises en l'espace d'une année, on a été aux élections, il n'a pas été en mesure de faire un gouvernement comme il le souhaitait, il était obligé de composer. Maintenant, il a encore moins de chances d'y parvenir par des élections. Ce n'est pas lui qui veut des élections. Il va essayer de tout faire pour qu'il n'y ait pas d'élection. Parce que d'après tout ce qu'on voit, d'après tout ce qu'il voit, il sait très bien que ce n'est pas son intérêt. Donc, à mon avis, contrairement à tout ce que disent les commentateurs, je pense que, remarquez-le vous-même, ça fait plus de 7 mois qu'on n'a pas d'élection. Alors que dans le passé, après 4 ou 5 mois, on était déjà de nouveau dans une campagne électorale. Ce n'est pas par hasard. Il n'a pas tellement d'options. Il est le maître du jeu encore, mais beaucoup moins. Et surtout, l'opposition a maintenant une possibilité, sans la liste arabe, d'avoir plus de voix pour obtenir le mandat du président pour former un gouvernement. Et ça, c'est nouveau. Ensuite, même lui, qui à l'époque avait toujours été plus de 50% de voix dans l'opinion comme étant celui qui était le mieux à même d'être Premier ministre, eh bien aujourd'hui, c'est en dessous de 30%, c'est 27-28%. Il y a un recul aussi sur ce plan-là. Donc, le charme est brisé, la magie est un point d'interrogation. Eh bien, on va rester sur ce point d'interrogation avec vous, Dr Yochanan Manor, politologue. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne journée, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.